François Ruffin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Délégation de Gilets jaunes reçue demain par le Premier ministre, qui était hier à votre place et qui disait qu'il allait les recevoir. C'est bien, c'est pas bien, c'est utile, c'est indispensable. Après, délégation, c'est très bien que c'est un mouvement qui est hétéroclite, enfin avec bon, il n'y a pas de représentant du mouvement, donc mais en tout cas qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait de l'écoute, on peut pas contester cette nécessité. Moi, surtout, ce dont je suis heureux. Allez-y. Depuis 2 semaines. C'est quoi? C'est d'entendre cette France qu'on n'entendait pas. Ce qu'on entend là sur le rond-point de Roanne, moi ce que j'ai entendu sur le rond-point d'Albert, samedi je suis monté à Paris avec Johanna qui est auxiliaire de vie sociale, avec Arnaud qui est artisan terrassier, avec une préparatrice de commande à 1000 € par mois. Je veux dire, c'est cette France en souffrance et jusqu'ici en silence qui là l'ouvre et parle et se parle. Et je trouve qu'il y a là-dedans solidarité, une solidarité, un élan. Mais je pense qu'il y a un bonheur des gens d'être sur les ronds-points. Il faut voir le bonheur dans la lutte aussi. C'est dur parce qu'il fait froid, on réchauffe ses mains autour d'un brasero, mais il faut voir la joie que ça peut créer de gens qui se parlent, qui mettent en commun leurs espérances, leurs désespérances, et il y a quand même quelque part un peuple qui se réveille dans des endroits... Dites-moi, avez-vous remarqué, moins de barrages, plus de soutien de la population aussi? Oui, mais vous savez, je pense que au quotidien, c'est pas possible de tenir des barrages au mois de novembre. C'est la solution d'ailleurs. Et puis voilà, c'est un mode d'action qui a été trouvé avec ce symbole fort du gilet jaune. Il y aura peut-être d'autres modes d'action qui sont trouvés avec des temps forts le samedi. Je pense que samedi, il va y avoir à nouveau du monde qui va venir se parler, discuter. Vous irez sur les Champs-Élysées samedi? Pour l'instant, je suis plutôt pour aller recueillir les doléances à Albert et à Flic Secours et peut-être pour faire des assemblées citoyennes dans mon coin plutôt que de venir à Paris aux Champs-Élysées. Mais enfin, c'est encore se montrer comme ça, un homme politique, un responsable politique qui se montre comme ça dans les manifestations, c'est utile ou c'est pas très utile? Sincèrement. Moi, en tout cas, être aux côtés des gens. Écoutez, être aux côtés des gens, oui. Être aux côtés des gens. Vous êtes aux côtés des gens. Oui, mais on peut être aux côtés. Moi, j'étais aux côtés des gens samedi dernier sur les Champs-Élysées pour les accompagner. Pourquoi aussi? Pourquoi? Parce que je vois bien très bien que finalement, il y a comme un phénomène de délégation lors de ces manifestations. C'est pas des grosses manifestations de masse. Pourquoi? Parce que les gens qui sont sur les ronds-points, là sur Amiens, enfin dans la Somme, ça coûtait 15,50 € pour prendre le carré monté. Tout le monde n'avait pas ces 15,50 € là à mettre. Sa journée à bloquer, donc c'est un espèce de phénomène de délégation. Mais qui est une délégation d'Albert, de Flic Secours, de Doulan, qui monte à Paris et qui viennent s'exprimer. D'accord, mais imaginez que dans un coin, par exemple, Marion Maréchal était là samedi dernier, qu'on la retrouve dans un coin, qu'on trouve Jean-Luc Mélenchon dans un autre coin, qu'on retrouve, je sais pas moi, un représentant des Républicains ou Nicolas Dupont-Aignan encore dans un autre coin des Champs-Élysées. Franchement, est-ce que les hommes politiques doivent se montrer dans ces manifestations? Je vous pose franchement la question, François Ruffin. Moi, je pense que ce sont des citoyens comme les autres. Donc, s'ils veulent y aller, ils y vont. Non, ce ne sont pas des citoyens. En revanche, François Ruffin, est-ce qu'un responsable politique est un citoyen comme un autre? Non. Il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter, une égalité ni moi, citoyens. ni vous, nous sommes des citoyens comme les autres. Vous le savez bien. J'espère. Nous avons des avantages et des privilèges que d'autres n'ont pas. Vous le savez bien. Si vous voulez, en tout cas, d'accord. Je pense que d'ailleurs c'est au cœur du problème. Là, vous touchez comme ça par la bande le cœur du problème. Quel est le sentiment dominant des gens quand on parle avec eux là sur les ronds-points? C'est un sentiment d'injustice. C'est le sentiment d'une injustice fiscale et que une classe ou une caste s'est échappée par le haut, ne paye plus l'impôt, leur parle avec arrogance, leur dit que c'est à eux de vous en payez, j'en paye. Que les choses soient claires. Et en France, pas à l'étranger. C'est quand même le sentiment. Ça revient de manière constante. L'histoire des 80 milliards d'euros, là l'histoire de Google, Amazon, Facebook, qui ne payent pas d'impôts, n'en payeront pas, rien de prévu au niveau de l'Union européenne. Je pense que bloque. C'est le gros souci. Et alors avec la dose supplémentaire, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui est le truc qui, de toute façon, qui est le péché originel de Macron et qui ne passera pas, quoi. Qui ne passera pas. Bon, je clôt cette page. Est-ce que, oui ou non, c'est une bonne idée d'aller manifester samedi? Jean-Luc Mélenchon va y aller. Est-ce que c'est une bonne idée? En tout cas, il a sincèrement. Il a le droit d'y aller. Il a le droit. Oui, il doit se montrer. On doit se montrer. Parce que je sens que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Si, c'est pas le problème. Autant le dire. Vous savez, je ne vais pas enfoncer un coin entre Jean-Luc Mélenchon et vous. Non. Je sais bien que sur certains points, vous n'êtes pas d'accord avec lui. J'y étais samedi dernier. Oui, je peux mais vous ça a dire. évolué. Non, mais j'y étais samedi dernier. Alors je vais pas lui dire est-ce
écoute, Jean-Luc va pas samedi prochain sur les Champs-Élysées. Je veux dire, chacun trouve la place qu'il peut dans un mouvement qui est hétéroclite, qu'il souhaite, avec les gens qu'il côtoie, de Marseille, de Paris, et ainsi de suite. Bon, et puis vous savez, la lecture de ce que je fais, tout le jour, on regarde ce que fait Jean-Luc Mélenchon, moi, c'est un truc, parce que c'est pas ma manière de fonctionner. Ma manière de fonctionner aujourd'hui, c'est de me demander comment on peut avoir un mouvement qui est victorieux. Comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas un déchirement entre la France des campagnes et la France des villes? Comment on maintient une cohésion nationale? Oui, en fait, vous voulez organiser des rassemblements, et un rassemblement notamment place de la République à Paris, c'est aujourd'hui, oui, tout à fait, c'est aujourd'hui, différent. Hein, vous essayez de retrouver l'esprit de Nuit debout, on est bien d'accord, François Ruffin. C'est votre volonté. Oui, je suis pas l'organisateur, c'est la fête à Macron qui est l'organisateur, et j'ai tout de suite dit que j'y participais volontiers. Pourquoi j'y participe volontiers? Parce que quand il y a eu Nuit debout, qui se déroulait notamment sur la place de la République, mais aussi sur pas mal de places de France, à VSC, mais je me disais, mais quand est-ce que ça va bouger à Albert? Quand est-ce que ça va bouger à Fixecourt? Quand est-ce que ça va bouger à Doulan? Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça bouge à Albert, ça bouge à Fixecourt, ça bouge à Doulan, et ça bouge pas à Paris. Donc il est évident que si on veut un vrai mouvement national, il faut aussi que Paris se réveille. Il faut que Paris prenne l'air du pays et se souvienne qu'il est le Paris révolutionnaire de 1789, de 1936, de 1945 et de mai 68. Alors je vais revenir sur effectivement cette lettre que vous adressez à Emmanuel Macron, les mots très durs que vous employez à l'encontre du président de la République. Je vais y revenir, mais un mot quand même sur cette soirée. C'était quand? C'était mardi soir. Vous prenez la parole lors d'une réunion publique dans une école parisienne du 13e arrondissement, c'est cela? Vous me suivez avec beaucoup d'attention. Mais non, je lis et je travaille avec beaucoup d'attention. Voilà, c'est un bonheur pour moi de voir cette France périphérique qui se réveille, qui se décide à occuper les ronds-points, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais vous avez parlé aussi de certains qui seraient... Enfin, vous avez fait allusion des pollueurs, des fachos, des anti-écolos sur les ronds-points. Il y en a. Non, c'est pas. Il y en a ou pas? C'est un mouvement hétéroclite et c'est un mouvement dans lequel la France peut se retrouver dans sa confusion. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est pas ça, Monsieur Bourdin. Alors allez-y. Ce que j'ai dit, c'est dans un premier temps, j'ai vu un réflexe de gens des villes, des éduqués et éventuellement d'un certain nombre de politiques de venir dire oui mais attends, est-ce que ce sont des fachos, est-ce que ce sont des anti-écolos? Et j'ai dit non, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On va voir, on parle avec les gens, on essaye de comprendre, on ne juge pas avant d'avoir... Donc au contraire, c'était pour dire, je ne veux pas qu'on les traite de fachos, je ne veux pas qu'on les traite d'anti-écolos. Je veux dire, le moment où Macron se décide à devenir écolo, c'est quand il impose une taxe sur le gasoil. Est-ce que vous avez vu ce courrier, le projet de plan budgétaire adressé par la France à l'Union européenne? Donc ça dit... Vous avez souligné là. Oui, j'ai souligné. Alors allez-y. Ces baisses de prélèvements sur le CICE, donc, seront partiellement contrebalancées par la poursuite de la montée en puissance de la fiscalité sur le tabac et de la fiscalité écologique. Qu'est-ce que ça vient dire très clairement là, noir sur blanc? Ça veut dire qu'on va faire monter la fiscalité écologique et la fiscalité sur le tabac, non pas pour financer un plan santé, par exemple, non pas pour financer une transition environnementale, mais bien pour financer la baisse du CICE. Cette année, 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, le principal bénéficiaire dans le privé, c'est Carrefour, alias Bernard Arnault, et son yacht immatriculé sur le pavillon des îles Caïmans. Le deuxième bénéficiaire, c'est la famille Mullier, qui a expatrié sa fortune en Belgique. On voit bien l'injustice majeure qu'il y a quand on va venir prélever davantage sur l'essence en disant que c'est de l'écologie, mais quand ça va être pour nourrir les Mulliers et vous l'avez entendu, j'en suis certain, moi je l'ai entendu sur l'antenne d'RMC, certains gilets jaunes dire l'écologie on s'en fout, ce sont nos fins de mois qui comptent. Eh bien, moi, l'écologie, je m'en fous pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles... Vous comprenez que certains disent ça? Oui, non, je comprends que certains disent ça quand... La manière de présenter l'écologie et le seul moment où Macron fait de l'écologie, c'est pour venir dire on va vous prélever 3 milliards d'euros. Ça peut pas marcher comme ça. Quand il fait sa loi sur l'agriculture ce printemps, et j'en étais, il n'y a rien sur la transition de l'agriculture vers un modèle plus environnemental. Quand on fait le nouveau pacte ferroviaire ce printemps, il y a 85 fois le mot concurrence, il n'y a pas une seule fois le mot climat, pas une seule fois le mot réchauffement, pas une seule fois le mot biodiversité. Il n'y a aucun envisagement de comment on va faire pour maintenir des gares de proximité, voire pour en rétablir, pour
pour qu'il n'y ait pas de fermeture de lignes ferroviaires, pour qu'il y ait du fret, le trafic de marchandises qui passe sur le rail plus que sur la route. Il n'y a aucune réflexion là-dessus. Et le seul moment où il vient dire, moi je vais me mettre à l'écologie, c'est pour faire une taxe. Ben, si c'est la manière de présenter aux gens l'écologie, c'est sûr que c'est catastrophique. Mais c'est pour ça que l'écologie, la défense de l'environnement est compatible avec le profit? Oui, avec le profit des entreprises. Oui. Ah ben, il est évident que mettre en place des normes environnementales va venir toucher le profit des entreprises. Ça, ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Compatible avec le capitalisme. Parce que les Verts allemands le disent. Les Verts allemands le disent. D'ailleurs, ils enregistrent des succès électoraux. Oui, mais enfin, moi, je pense que, en tout cas, il faut trouver le moyen que la quête du profit, la cupidité de la caste, servent à la défense de l'environnement. Non, ne soit pas que l'intérêt de multinationales ne passe pas avant l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est quoi? Ce sont des salaires corrects pour les gens, c'est le fait qu'on puisse avoir une planète en bonne santé demain, et c'est le fait qu'on ait des impôts qui paraissent justes aux gens. Mais ce sont des priorités communes. Oui, ce sont des axes communs. Savez, je veux dire qu'on ne va pas opposer la défense de l'environnement à la défense sociale. Non. Le président de la République a parlé d'alarme environnementale et d'alarme sociale, sans apporter des réponses. Mais moi, je veux dire, par exemple, la première mesure que je prendrais, d'abord, moi, je suis pour un grand ministère de l'écologie qui fait que tous les dossiers passeraient par ce ministère de l'écologie, alors qu'aujourd'hui, tous les dossiers passent par le ministère de l'économie. Bon, mais au-delà de ça, la première mesure que je prends, c'est quoi? J'ai parlé de ces 40 milliards du CICE. Vous prenez ces 20 milliards là-dedans et vous le mettez dans la rénovation thermique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a 7,5 millions de logements qui sont des passoires thermiques. Ça veut dire que les gens payent des factures colossales en gaz, en électricité. Ça produit des gaz à effet de serre. C'est de la consommation d'énergie, du rejet de carbone. Et si on fait un véritable plan d'isolation, qu'est-ce que ça va faire? Les gens, socialement, ils vont y gagner puisque ça va faire diminuer leurs factures et on va diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, et en plus, ça créera de l'emploi. Non mais François Ruffin, mais ce discours-là, beaucoup de Français ne l'entendent pas vraiment. Pour eux, cette urgence, changer ses fenêtres, c'est pas une urgence. Regardez les revendications. Regardez, vous avez vu ce que demandent les représentants des Gilets jaunes. J'ai fait la liste. Taxes sur les carburants, suppression. Baisse de toutes les taxes. Assemblée citoyenne, référendum national et local. Suppression du Sénat. Promulgation des lois par les citoyens. Baisse des charges patronales. Hausse des aides publiques. Hausse du SMIC. Rien d'écologique. Non, mais rien. Mais oui, mais c'est pas une raison pour laquelle moi je vais renoncer à l'écologie. Mais je vous dis. Alors maintenant, si vous me demandez quel est le plan pour la sortie de crise, puisque j'ai écrit le discours de Macron. Alors, vous savez, j'ai prononcé à l'Assemblée nationale la veille le discours que Macron devait prononcer mardi pour que on ait une issue positive à cette crise. Qu'est-ce que c'est? C'est rend l'ISF d'abord, remet l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est vécu comme une grande injustice quand on sait que la fortune des plus riches en 20 ans, elle est passée de 5% du PIB à 25% avec Macron, et en un an, elle a encore bondi de 25 à 30% du PIB. C'est une hausse colossale et on leur fait encore des cadeaux. Et encore cette année, on leur fait des cadeaux, par exemple, avec l'exit tax. Bon, premièrement, on remet l'ISF, et je le dis là, c'est pas une mesure seulement d'efficacité économique avec on récupère 4 milliards d'euros, c'est une mesure de cohésion morale. C'est le sentiment pour les gens qu'il n'y a pas une caste qui s'échappe et qui fait ce qu'elle veut et qui ne paye plus des impôts. Et deuxièmement, on supprime cette taxe sur le gasoil. Je veux dire, ça paraît l'élément qui a cristallisé et sur lequel il faut revenir. Mais ça, tous les défenseurs de l'environnement ne veulent pas qu'on supprime ces taxes sur les carburants fossiles, sur l'énergie fossile. Dans un premier temps, je suis pour des raisons démocratiques, parce qu'il y a un refus de la population, pour refuser ça. Après, on peut voir, par exemple, on peut imaginer, mais c'est dans un second temps. Il faut sortir de cette crise-là, il faut en sortir par le haut, en donnant aux gens le sentiment qu'ils ont été entendus sur le plan démocratique et qu'on est pour le rétablissement de la justice sociale. Vous allez très loin, vous dites à Emmanuel Macron et à son pouvoir, vous êtes fous, collectivement fous. Je suis inquiet, vraiment, pas pour vous du tout, mais pour mon pays que vous menez à la folie. Mais c'est évident que... Mais quelle folie? Mais quelle folie? C'est l'injustice quand, mais je le répète depuis 1 an et demi, mais maintenant ça devient audible, quand en même temps on supprime l'impôt de solidarité à fortune, on met en place la flat tax, maintenant c'est l'exit tax. Bon, il y a toutes ces mesures pour les plus riches ou pour les multinationales de ce pays, en passant par les petits cadeaux genre secret des affaires, ainsi de suite. Et quand dans le même temps, on impose la CSG
sur les retraités, qu'on supprime des contrats aidés, qu'on gratte 5 euros d'APL, que cette année, on gèle les pensions, on gèle les allocations, maintenant on gèle le SMIC. Comment vous voulez... On parle de coup de canif au contrat social. Mais là, ça n'est plus un coup de canif. C'est le contrat social, il est déchiré par Emmanuel Macron. Et il est mis en confetti. Voilà, il s'assied dessus. Eh bien, et je crains que ça déchire la France. Et vous avez même dit à l'Assemblée, les cons, ça ose tout, vous avez repris une formule, pardon, des tontons flingueurs. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est qui les cons? Alors là, j'ai pas dit les cons. Je n'ai pas prononcé les cons. D'accord, bon. J'ai dit à Emmanuel Macron, à la tribune, j'ai fait allusion. J'ai dit, vous osez tout, et c'est à ça qu'on vous reconnaît. Oui, d'accord. Hein, tout le monde avait compris. Je suis un garçon poli. Oui, d'accord. En fait, tout le monde avait compris. Mais je l'ai dit. La réplique. Les mesures prises, il y a une fracture sociale dans ce pays. Que fait Emmanuel Macron? Il vient renforcer le déchirement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène de fond, un phénomène qui dure depuis 30 ans, c'est la mondialisation. Elle polarise, elle crée des inégalités. Et qu'est-ce que doit faire le politique au milieu de tout ça? Il doit essayer que, on maintienne une cohésion, on ressoude. Vous demandez la dissolution de l'Assemblée nationale comme le fait Marine Le Pen? En tout cas, je pense qu'il faudra... On verra si c'est une crise politique qui a besoin d'une issue politique. Est-ce que ce matin, vous demandez la dissolution de l'Assemblée nationale? Non, je ne la demande pas comme ça, mais je le dis en tout cas aujourd'hui, parce que je pense que les demandes démocratiques des gens sont encore plus profondes que ça. Il y a une demande, mais il est évident, et l'on voit tous les jours à l'Assemblée nationale, que cette Assemblée, qui est supposée être la représentation nationale, n'est pas du tout à l'image du pays. Et là, il y a un problème, il y a un fossé entre cette Assemblée nationale et... il y a un fossé entre les députés de l'Assemblée nationale et les citoyens. Oui, mais vous savez, moi, et après, c'est une question qui peut être une question d'ordre personnel, Monsieur Bourdin, mais qui peut être de même pour vous. Je veux dire, il y a le risque de vivre dans un certain milieu en ayant peu de temps. Vous voyez, moi, c'est mon cas. J'ai peu de temps, je cours d'un rendez-vous à l'autre, avec plein de demandes, une vie chargée, avec quand même essayer de maintenir une vie de famille. Bon, évidemment. Et comment ne pas être enfermé dans de l'institutionnel? Comment ne plus avoir un rapport aux gens qui passe seulement par des statistiques, par des rapports, par tout ça? Et donc il faut trouver le moyen d'ouvrir des brèches dans son agenda pour aller voir les gens et pour les écouter vraiment. Vous savez, Emmanuel Macron a cette formule « je vais au contact ». Mais aller au contact, c'était quelque chose de très superficiel. Entre être au contact et être vraiment à l'écoute et prendre 1 heure pour comprendre ce que vit une auxiliaire de vie sociale. À sa place, d'ailleurs. Moi, à sa place, je me déguiserais comme Henri IV, j'irais sur un rond-point et j'écouterai ce que les gens ont à dire. Déguisé. Non, mais voilà, vous comprenez l'image. J'irai à la rencontre, j'irai sur un rond-point, j'irai dialoguer avec eux. Où j'ai l'heureux, c'est vrai, mais pas pour leur faire la leçon comme il le fait régulièrement. Pour avoir une vraie écoute de. Je veux dire, on a un problème pour Emmanuel Macron, mais qui est pas limité à lui. Non. Il avait fait ça dans la Somme. Vous vous souvenez dans la campagne présidentielle? J'ai fait quoi? Emmanuel Macron. Oui, il était venu, mais vous savez que ça dure. C'est subreptice et à la limite c'est plus pour parler aux gens que pour les écouter vraiment. Qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent, aller dans leur logement, regarder leur facture de gaz. Enfin, vous voyez toute cette démarche-là qui me semble. Vous savez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est président d'un pays qu'il ne connaît pas et pour partie qu'il méprise. Et ça, c'est quelque chose que les gens ressentent. Ils ressentent quand ils s'adressent à eux. Il n'y a pas seulement l'injustice des actes. Il y a l'arrogance des paroles. Ces gens qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires, ça jette de l'huile sur une plaie qui est déjà ouverte. Et donc voilà, aujourd'hui, il faut qu'ils se disent, je ne suis pas seulement le président des financiers, je suis le président de tous les Français. Bien. Pour en revenir à la manifestation de samedi, vous avez quand même dit, toujours mardi soir, vous avez dit, si on sort avec un logo, bah ça tue le truc. Oui. Je pense que... Donc quand vous êtes homme politique, que vous sortez dans la rue avec les Gilets jaunes, vous sortez avec un logo. Hein. Franchement, cas, vous êtes reconnu pour votre logo. Moi j'y étais, et ça s'est très bien passé. Mais voilà, donc voilà, moi je pense que en effet, c'est un mouvement qu'il faut laisser dans sa diversité. Et il ne faut pas surtout chercher à plaquer, dire... Moi j'ai jamais dit c'est un mouvement de gauche.
Je dis à l'intérieur, j'entends des revendications qui sont des revendications de justice sociale, qui sont des revendications de démocratie et qui sont des choses que je porte depuis longtemps. Alors, je les entends. Une dernière question politique à vous poser. Comment se fait-il que votre candidate, la France Insoumise, ait obtenu un si mauvais résultat dimanche dernier à la législative d'Évry dans l'Essonne? Je crois que, vous savez, quand je menais campagne, je disais toujours, mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. C'est comment on fait pour sortir les classes populaires. Elle a perdu 50% de voix. J'en suis bien conscient et en un an et demi. C'est une grosse inquiétude. C'est comment on fait pour sortir les gens et les amener aux urnes, ce qui n'est pas du tout un mouvement naturel, quand en plus c'est pas une grande élection nationale avec des médias partout et ainsi de suite. Et on sait qu'il y a un truc qui s'appelle... Vous posez la question, est-ce que c'est la conséquence d'un certain comportement ou dans votre parti ou je vois comme cause, je vous assure que je vois comme cause essentielle ce qu'on appelle l'abstention différentielle, c'est-à-dire que les gens qui sont habitués à aller voter et qui ont un peu plus de revenus sont plus intéressés à la chose publique et vont aller voter à toutes les élections. Et par exemple, ce qui se profile devant nous, c'est ce risque-là qu'on a pour l'élection européenne. Ce qu'on a comme risque pour l'élection européenne, c'est que les gens des classes populaires qui se reconnaissent dans les gilets jaunes ou qui sont gilets jaunes, ils se saisissent pas d'un bulletin de vote à ce moment-là pour s'exprimer. Et c'est une grosse bataille qu'on a en permanence à mener, que d'amener les gens à penser qu'il y a un chemin d'expression, il y a un chemin d'expression sur les ronds-points, dans la rue, ça c'est un chemin d'expression, mais il y a des voix à faire porter à l'Assemblée nationale ou ailleurs aussi. Merci François Ruffin, il est 8h54 RMC et BFM TV.